Je vais commencer, bien sûr, par une introduction générale au domaine d'apprentissage automatique. Et puis, je vais aller doucement, pour les non, bien sûr, initiés, jusqu'à démystifier un petit peu le domaine du deep learning. Je commencerai par l'analyse de données et avec les techniques d'apprentissage par ordinateur ou l'apprentissage automatique. Donc, on est dans l'ère ce qu'on appelle des big data, ça veut dire des données massives, où bien sûr beaucoup de données sont disponibles et où malheureusement sont au-delà de la capacité humaine ou des outils, des logiciels traditionnels pour que ça puisse être traité. Et juste quelques exemples qu'on peut avoir ici. Donc, on a par exemple 1 trillion de pages web actuellement. Donc 10 puissance 12 quand même pages web existantes qui ont été créées. On a à peu près 1 heure de vidéos téléchargées chaque seconde sur YouTube. Tout ça, c'est des données, bien sûr, que les utilisateurs peuvent charger eux-mêmes. Par exemple, il y a une compagnie nord-américaine qui s'appelle Walmart, et c'est une grande chaîne commerciale où il y a à peu près 1 million de transactions par heure. Donc ça, je vais vous dire, c'est des transactions en ligne. Et en 2025, on estime qu'on aura à peu près 163 zettabytes ou 10 puissance 21 octets de données. Donc on aura une planète qui sera pleine de données. Donc des données personnelles, des données médicales, des données financières, des données toutes sortes. Et bien sûr, on aimerait bien exploiter ces données-là pour créer de l'intelligence. Et les 3 principaux concepts qu'on voudrait, bien sûr, sur lesquels l'analyse de données se base, ce seront ce qu'on appelle les 3 V concepts. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle data velocity. On aimerait bien que les traitements de données soient rapides, en temps réel. Il y a aussi le côté V, le volume. Les données évoluent et il y en a ils augmentent de manière exponentielle. On génère des données quotidiennement et avec des volumes extraordinairement grands. Le 3e V, c'est la variété. C'est la variété. On a toutes sortes de données. On a des données images, des données texte, des données son, des données de toutes sortes. Et bien sûr, il y a un 4e V qui est venu plus tard, c'est la véracité. On aimerait bien extraire justement de ces données-là quelque chose qui est véridique. On peut bien sûr parler sur des blogs, sur toutes sortes de sujets, mais sortir la version la plus, disons, authentique, d'une information la plus authentique, ça c'est bien sûr quelque chose qui est requis dans cette analyse de données-là. Alors, les big data, donc, les challenges ou les défis qui sont, bien sûr, définissent, sont existants dans le domaine du big data, c'est d'abord, je les ai placés dans une pyramide, donc des challenges de bas niveau jusqu'au challenge ou défis de haut niveau. Alors les défis de bas niveau, c'est plutôt comment acquérir ces données-là, comment les stocker. Donc il faut un endroit pour stocker ces données. Il y a ensuite comment extraire des caractéristiques intéressantes à partir de ces données-là. On peut avoir beaucoup de textes, des images, des vidéos. Comment extraire les caractéristiques intéressantes de ces données-là pour les exploiter. L'étape la plus, je dirais, cruciale, c'est comment faire l'analyse des données et créer de la connaissance. Donc on a des données brutes qui ne peuvent rien dire au départ, mais en exploitant, on pourra extraire de la connaissance ou de la plus-value qui pourra être utilisée par les gouvernements, les institutions, les industries pour s'améliorer. Et bien sûr, il y a aussi la visualisation pour aider un petit peu les gens à percevoir des motifs ou des tendances qu'on aimerait, bien sûr, pour faciliter un petit peu l'exploitation de ces données-là. Donc, tous ces domaines-là, c'est le big data, en fait. Alors, je vais commencer, donc, la partie la plus cruciale, c'est, comme j'ai dit, c'est l'extraction des connaissances. Alors, je commence par une phrase qu'a dite un auteur américain, un visionnaire, qui parlait, donc il y a une phrase célèbre qui est We are drowning in information and starving in knowledge. On est englouti par l'information, mais il y a très peu de connaissances de ces informations-là.
Donc c'est à partir de ça que donc, il y a une nécessité grandissante d'exploiter, de trouver des outils pour exploiter ces données-là, pour pouvoir créer au montage de l'intelligence ou bien de connaissances intéressantes. Donc en général, le terme Big Data donc, va avoir tendance à justement référer à l'analyse vraiment de données avec des méthodes qui visent donc, justement à créer des connaissances ou de la plus-value sous forme de prédiction, de corrélation, analyse de tendance. Tout ça, ça pourrait être donc, quelque chose d'intéressant pour l'amélioration comme dirais-je, des services, des industries, etc. Donc le but, c'est de justement créer donc extraire des connaissances pour créer des stratégies nouvelles, des nouvelles pratiques, par exemple, qui peuvent aider des domaines comme la santé, la sécurité, le commerce, le manufacturing. Tous ces domaines-là peuvent exploiter des données pour s'améliorer. Alors, l'un des domaines en vogue, utilisé actuellement comme un outil vraiment très important pour l'exploitation des données, c'est le machine learning, c'est l'apprentissage automatique, qui est un domaine de l'intelligence artificielle qui est en pleine expansion. Alors, ce domaine-là, il utilise, donc c'est un mariage entre les statistiques et l'informatique. Donc, les statistiques, c'est pour vraiment faire une analyse quantitative des données. Puis l'informatique, c'est pour programmer ou faire des algorithmes capables de traiter tout ça avec des machines. Donc on voudrait bien créer des algorithmes ou des logiciels qui sont capables d'apprendre à partir des données. Comme les humains, on peut observer des données, apprendre, on aimerait bien que les machines fassent de même. Alors, plus formellement, qu'est-ce que l'apprentissage qu'est-ce que l'apprentissage par machine? Donc, la définition de l'apprentissage par machine, c'est quoi? Donc, j'ai repris une définition un peu formelle de M. Tom Mitchell, qui est un chercheur parmi les pionniers de machine learning, de l'apprentissage machine, qui disait qu'une machine, donc, elle apprend à partir d'une expérience. Alors, par rapport à un ensemble de tâches T, et avec une mesure de performance P, je vais donner un exemple. Si, donc, avec une expérience T, donc et la mesure de performance P, on peut améliorer, c'est-à-dire si donc la performance par rapport à la tâche est améliorée avec l'expérience E. Alors, qu'est-ce que l'expérience, qu'est-ce que la tâche, par exemple? Supposons que je veux faire une classification. Mon problème, c'est de classer, par exemple, est-ce que quelqu'un a un cancer, par exemple, ou pas un cancer. Ça, c'est la tâche T. L'expérience, c'est de voir les données. Ça veut dire observer des cas qui sont des cancéreux et des cas qui sont non cancéreux. Ça, c'est l'expérience. La mesure de performance, c'est la précision. Est-ce que mon système va prédire de manière exacte est-ce que quelqu'un est malade ou pas malade? Donc, si j'observe les données, à partir des données, il faut que ma tâche de prédiction soit améliorée par rapport à la mesure P, qui est la précision. Donc, c'est ça un petit peu la définition du learning, c'est-à-dire que la machine, en observant des données, en voyant des données, il faudra qu'elle s'améliore dans la prédiction. C'est un petit peu ça le principe. Et bien sûr, par définition, donc la machine learning ou l'apprentissage automatique, donc, il a pour but d'émuler ou de simuler l'intelligence humaine pour l'apprentissage. Sauf que les humains, ils sont capables de traiter quelques données, mais l'ordinateur, lui, il est capable de traiter des données massives, des milliards et des milliards de données. Donc, c'est avec une grande échelle, des données à grande échelle. Et actuellement, les gouvernements, des agences gouvernementales, les industries, beaucoup de gouvernements dans le monde, donc ils ont pris ça vraiment au sérieux. Donc, ils ont vraiment dédié toute une, comment dirais-je, de l'argent et de l'intérêt pour justement ce domaine stratégique qui est l'intelligence des données. Donc pour bien sûr créer des systèmes intelligents pour bien sûr améliorer les services pour les citoyens, par exemple, réduire les temps d'attente, avoir des services personnalisés. Ça c'est un côté par exemple de service. Par exemple pour analyser et prédire des résultats, genre par exemple à partir de données massives, par exemple
détecter, faire des diagnostics automatiques, manager des risques, par exemple, pour l'économie, des risques militaires, des risques de sécurité, etc., nationales. Et bien sûr, pour les technologies en général, le domaine du machine learning ou de l'apprentissage automatique, il a amélioré pas mal d'applications jusqu'à date. Alors, juste quelques applications qui sont touchées par l'intelligence. Donc, le machine learning actuellement, on peut trouver par exemple la reconnaissance faciale, les systèmes de surveillance dans la défense. La plupart des agences de sécurité dans le monde, ils utilisent l'apprentissage automatique pour extraire de la connaissance à partir de données. Même pour ce qui est des campagnes politiques qui sont touchées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'interférences dans les présidentielles américaines 2016. Donc ça, c'est vraiment de l'analyse de données, la manipulation de données, essayer d'induire les foules par des messages, etc. On a la reconnaissance de caractères manuscrits, on a la recommandation automatique, tout ce qui est achat ou commerce en ligne. Et j'en passe. Il y a la voiture autonome qui se développe actuellement, puis qu'on aimerait que beaucoup de compagnies ont mis de l'argent pour construire justement des véhicules qui vont se conduire tout seuls, qui seront autonomes. Il n'y aura pas de chauffeur. Alors, je peux dire qu'actuellement, l'approche de machine learning, c'est l'approche préférée. Donc, c'est ce qui vraiment marche le mieux pour ces domaines-là, par exemple. Tout ce qui est reconnaissance de parole, reconnaissance visuelle, robotique, la bioinformatique, c'est l'analyse des données génétiques. Tout ce qui est e-commerce, l'analyse financière, le trading, la médecine, la gestion du web, tout ça. Actuellement, le machine learning, c'est l'outil préféré parce qu'il donne des résultats très, très intéressants et ça ne cesse de s'améliorer. Alors, pour s'introduire un petit peu dans ce domaine-là, le machine learning en général, il se base sur trois paradigmes d'apprentissage. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Il y a ensuite l'apprentissage non supervisé et il y a l'apprentissage par renforcement. Bien sûr, ce n'est pas des domaines complètement disjoints. Donc ici, les cercles ici vont le reflètent. Donc chaque domaine peut s'intersecter avec l'autre. On peut créer des domaines, des algorithmes qui combinent de l'apprentissage supervisé, non supervisé ou par renforcement sans problème, pour tirer profit justement de l'avantage de chaque paradigme. Alors, pour juste vous introduire à chaque type d'apprentissage, alors j'espère que je vais être très clair et vous allez comprendre facilement, même s'il y a quelques équations, j'espère que ça va être compris facilement. Alors d'abord, qu'est-ce que l'apprentissage supervisé? L'apprentissage supervisé, c'est qu'on va donner au système des données, puis on va dire aussi les bonnes réponses. C'est comme pour un enfant, on lui donne des cas, puis on lui dit, ça c'est la bonne réponse, et ça c'est la mauvaise réponse. Parce qu'on lui donne une photo de cheval, on lui dit, ça c'est un cheval. On lui donne la photo d'un zèbre, ça c'est un zèbre. Donc c'est de l'apprentissage supervisé. On supervise l'ordinateur avec des exemples. Alors avec des équations, c'est qu'on va donner un ensemble de données, n exemples, où j'ai pour chaque exemple la donnée, c'est-à-dire ça peut être une image, ça peut être une phrase, ça peut être la donnée à classer par exemple, et y, c'est tout simplement la réponse souhaitée, d'accord? Qui peut être une classe, qui peut être autre chose. Alors ce qu'on aimerait, c'est que le système apprend justement d'associer justement l'entrée à la sortie, qu'il tourne un peu sa tête pour qu'il puisse créer une fonction f qui va associer définitivement l'entrée x, peu importe s'il a été observé ou pas, vers la sortie y. D'accord? Alors quand y est une variable qu'on appelle réelle, c'est un réel, c'est un chiffre qui est continu, on appelle ça régression en statistique. Puis quand la variable est discrète, on appelle ça classification. D'accord? C'est vraiment la distinction entre les deux. C'est juste le y. Alors la régression, par exemple, je peux prédire, mettons, quelle échelle sur 10, quelle est l'échelle, par exemple, le prix, par exemple, d'une action boursière. Donc ça, c'est réel. Ça peut être une régression.
La classification, est-ce que quelqu'un il a un risque ou pas d'avoir un cancer ou d'avoir une crise cardiaque après 50 ans ou après 70 ans. Donc ça, c'est de la classification. Et ça, c'est dans l'apprentissage supervisé. On a une valeur cible qu'on veut atteindre. Il y a un autre type de, comme j'ai dit, de paradigme, c'est l'apprentissage non supervisé. Alors là, il n'y a pas de, on donne les données telles quelles, il n'y a pas de variable cible, donc on va juste explorer les données. Alors là, on fait ce qu'on appelle de la découverte de patterns ou de motifs cachés à partir des données. On peut nous livrer des données telles quelles, et on voudrait juste analyser ces données-là pour chercher quelque chose. Peut-être il y a des groupes homogènes, peut-être il y a des tendances, où il y a des associations entre les individus. On aimerait découvrir ça. Et bien sûr, on doit découvrir ce qu'on appelle une structure à l'intérieur de ces données-là. Donc c'est une analyse purement exploratoire de données. Il n'y a pas de ticket ou d'output ou de sortie qu'on va sortir, c'est plus sortir de la connaissance à partir des données, de la structure des données. Alors il y a des sous-problèmes qui sont traités dans ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, comme par exemple le regroupement des données. Est-ce que par exemple on a par exemple, il y a une analyse par exemple, on peut prendre par exemple un blog où les gens discutent, on va découvrir quels sont les sujets discutés, combien de sujets discutés par exemple, dans ce blog-là par exemple. On peut analyser par exemple les données de la grippe de cette année, combien de virus par exemple existent. Par exemple, on peut savoir combien de groupes existent dans ces données-là. On peut estimer aussi ce qu'on appelle le modèle génératif des données. Et enfin, on peut aussi réduire les dimensions des données, découvrir par exemple des caractéristiques intéressantes de ces données-là par exemple. Le troisième type d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors ici, le but, c'est donc on a un agent qui apprend, c'est l'ordinateur. Alors lui, il va apprendre plus par action, par ce qu'on appelle une fonction comment dirais-je, de récompense et ce qu'on appelle de perte. Alors c'est exactement comme on éduque les animaux. Donc, s'il fait une bonne action, on lui donne une carotte, sinon on ne lui donne pas, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. D'accord ? Et bien sûr, il y a un agent qui fait des actions, et puis l'environnement réagit par soit un reward, soit une perte. Alors, on utilise ça souvent par renforcement, par exemple, pour tout ce qui est jeu, pour tout ce qui est aussi trading automatique, tout ce qui est aussi les véhicules autonomes. On utilise ce genre d'apprentissage pour améliorer les systèmes. Alors que juste pour chaque type de paradigme, il y a énormément de méthodes qui ont été développées jusqu'à date. J'en cite quelques-unes. Par exemple, ici, la plupart peut-être de vous, ils ont connaissance de ça. Mais chaque ligne est une méthode à part, est une approche à part. Et bien sûr, ces méthodes-là sont tirées vraiment, ils ont des ratios statistiques, et bien sûr, ils ont une optimisation, puis ils sont aussi c'est des algorithmes qui fonctionnent bien donc sur un ordinateur. Pour situer un petit peu le domaine du machine learning ou de l'apprentissage automatique, il est lié à beaucoup d'autres domaines. Ce n'est pas un domaine à part isolé. Alors, le machine learning, il est en intersection de beaucoup d'autres domaines. Alors, c'est un sous-domaine sûrement de l'intelligence artificielle, mais aussi il est lié à la théorie de l'information, parce qu'on analyse, quantifie l'information, on a les statistiques, les méthodes quantitatives, on a la physique, la neuroscience, l'optimisation certainement, parce que tout ce qui est algorithme, on voudrait chercher optimiser des fonctions. Donc le machine learning, c'est vraiment un domaine très lié à beaucoup de disciplines. Et la plupart des chercheurs qui travaillent en machine learning, ils doivent être un petit peu bons dans tous ce domaine-là. Donc c'est dire combien c'est important d'avoir un bagage assez fort pour vraiment se lancer dans cette discipline-là. Alors, juste pour aller un petit peu motiver, c'est quoi ce deep learning? Donc, jusqu'à à peu près les 30 dernières années, jusqu'à peu près au début des années 2000, l'approche qui était justement empruntée pour développer des systèmes de machine learning était la suivante. Alors d'abord, on prend ce qu'on appelle des données,
Donc on peut cueillir soit par des senseurs, soit on les cueille directement. Donc on extrait d'abord les données. Ça peut être des données textuelles, images, des données web, n'importe quel type de données, médicales, etc. Et donc la première chose, c'est qu'on extrait des caractéristiques. Par exemple, si on veut prendre un email, on veut voir si c'est un spam ou pas spam. Peut-être on va voir combien de mots, par exemple, ils sont écrits. Est-ce qu'il y a une image ou pas dans le texte? Enfin, des choses comme ça. Donc on extrait les caractéristiques intéressantes manuellement. Donc on fait du pre-processing, du pré-traitement, on fait de l'extraction de caractéristiques, on en sélectionne les plus intéressantes. À partir de là, on nourrit l'algorithme avec ça, comme n'importe quel algorithme, supervisé ou non supervisé, pour faire de la prédiction. Alors une image par exemple, on pose l'image comme ça, puis on extrait des caractéristiques comme les contours, les points d'intérêt, etc., la couleur. Puis une fois les caractéristiques sont extraites, on passe un algorithme du genre, par exemple, le classificateur de Bayes, un réseau de neurones ou n'importe quoi. Puis le but, c'est de dire quelle est la classe, par exemple, de l'objet. Et bien sûr, les caractéristiques doivent être bonnes pour qu'ils puissent, donc vraiment, l'algorithme va fonctionner bien. Donc les caractéristiques doivent être informatives du problème. C'est-à-dire, par exemple, si je dois mesurer est-ce que quelqu'un est à risque d'une maladie, je dois faire les bonnes mesures. C'est normal. Je ne vais pas mesurer sa taille, je vais mesurer plutôt son sucre ou quelque chose comme ça. Donc il faut extraire de bonnes caractéristiques, et puis que ces caractéristiques-là soient informatives du problème et pas trop redondantes. D'accord ? Maintenant est venu le deep learning. Ça, c'est le nouveau du domaine. Donc le deep learning est venu à partir des années donc un petit peu 2000, mais il a vraiment fait son boom vers après 2010, disons après 2012. Donc le deep learning il est venu justement pour approcher un petit peu le domaine du machine learning vers sa vocation initiale, qui est l'intelligence artificielle. Et le deep learning, la force véritable du deep learning, c'est que, contrairement à l'approche conventionnelle des techniques de machine learning, où les caractéristiques sont extraites de manière manuelle, le deep learning, c'est lui-même qui cherche les caractéristiques à partir de données. On donnera les données brutes, et c'est le deep learning qui va les sortir. Il fonctionnera un petit peu comme le cerveau. C'est le cerveau qui détecte tout ce qui est intéressant comme caractéristique. Donc c'est le deep learning, donc il se veut donc une technique pour justement extraire ou apprendre, disons le mot juste, l'apprentissage ce qu'on appelle des niveaux de représentation à partir des données. Et ces différents niveaux de représentation, c'est des abstractions en fait, et qui va être sous forme de ce qu'on appelle une hiérarchie de concepts. Et bien sûr, les techniques de deep learning sont basées exclusivement sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones. C'est des architectures profondes de réseaux de neurones. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de ces architectures-là, en fait ? Ils étaient là depuis des décennies, en fait, les réseaux de neurones. Mais leur force véritable, il a été justement établie grâce à deux facteurs. Le premier facteur, c'est la disponibilité de données massives, justement. Il y a beaucoup de données sur quoi on peut apprendre. Très bien, surtout des données annotées. Donc il y a beaucoup de fichiers, surtout en images, en son, en texte, qui en sont annotés. Puis le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la force du calcul. Donc le fait d'avoir du cloud computing, des processeurs très puissants, parce que ces architectures-là, elles sont très gourmandes en calcul et en données. Et c'est cette force-là, justement, ces deux facteurs-là, ils se sont combinés, puis ça a créé le succès de ces méthodes-là, justement, qui n'étaient vraiment pas très performantes pendant les années 80-90. Donc ils étaient battus par d'autres méthodes. Mais le fait qu'il y a cette puissance de données, cette puissance de calcul, donc il y a il y a un retour en avant de ces méthodes-là. Alors, juste avec cette introduction-là, donc je vais être un petit peu, donc à partir de maintenant, je vais introduire plus techniquement d'abord les réseaux de neurones. D'abord, je vais commencer par l'apprentissage supervisé, parce que les techniques de deep learning sont beaucoup plus vocation non supervisée. Je vais présenter aussi un petit peu de non supervisé, comme les auto-encodeurs. Et donc, j'ai divisé le tutoriel en deux. Le premier, c'est les techniques d'apprentissage supervisé avec les réseaux de neurones. Je vais présenter les réseaux de neurones, c'est quoi leur principe, comment ils sont construits.
Et ensuite, je vais enchaîner par les techniques de deep learning récentes, donc les plus en cours. Et bien sûr, c'est vraiment de l'introduction que je vais faire. Mes collègues vont suivre après avec des applications. Ok, commençons d'abord par les réseaux de neurones, enfin d'apprendre l'apprentissage supervisé avec les réseaux de neurones. D'abord, quelques notions d'apprentissage supervisé. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage supervisé? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on voudrait donner à la machine des exemples, comme j'ai dit, étiquetés. Donc, des exemples avec la bonne réponse. Un exemple, je peux avoir quand même ici, par exemple, la bonne réponse de... Ça, c'est un caractère manuscrit que j'ai créé à la main. Donc, on le scanne, puis il faut que la machine reconnaisse qu'est-ce que le chiffre. Okay, c'est un 0, c'est un 1, c'est un 2. Donc, une fois que le caractère est scanné, ou le chiffre est scanné, donc on voudrait donner au système la bonne réponse. Ça, c'est un 9, ça, c'est un 6, jusqu'à 0, par exemple. Alors, à partir de là, il faudrait que la machine puisse faire l'association entre ces chiffres-là, donc manuscrits scannés, et vraiment le vrai chiffre au sens le numérique du terme. Alors, on appelle, en fait, juste par définition, on va emprunter un langage de travail. Ça, pour nous, ça c'est le X, ça c'est la donnée d'entrée. On appelle ça l'instance ou la donnée. Et Y, on appelle ça, dans le jargon de machine learning, target, ou la cible, ou la sortie souhaitée. Et bien sûr, cet ensemble de données, on appelle ça, donc je l'ai nommé D-Train, ça veut dire l'ensemble d'entraînement. C'est tous les exemples qu'on va fournir à la machine pour qu'on puisse sortir un modèle ou une association entre le X et le Y. Donc le X peut être, bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle le vecteur d'entrée. Là, c'est le IM exemple. Il peut être d'une seule dimension, c'est-à-dire je peux mesurer juste une seule mesure. Par exemple, le taux de sucre de quelqu'un, puis voir est-ce qu'il y a un risque de diabète ou pas. Très simple. Comme je peux mesurer beaucoup de choses sur, par exemple, quelqu'un. Je peux avoir, disons, 100 mesures, par exemple, 200 mesures, théoriquement. Ça dépend du problème que je vais traiter. Donc, le nombre de dimensions peut être aussi grand que 100 000, voire 100 000, 1 million de mesures qu'on peut faire sur des objets. Et bien sûr, chaque dimension, ou chaque, on appelle ça caractéristique ou attribut, ça peut être une valeur réelle ou une valeur, par exemple, nominale. Par exemple, la couleur de la peau, par exemple, c'est pas réel, c'est plutôt nominal. Rouge, brun, jaune, je ne sais pas. Mais la plupart, disons, des caractéristiques qui sont mesurées, c'est des réels. Donc, c'est des senseurs qu'on peut placer, par exemple, voir l'électrocardiogramme, le cerveau, le taux de sucre, le nombre de battements de cœur par minute, je ne sais quoi, le taux de cholestérol. Donc, tout ça, c'est des mesures qui sont quantifiées et c'est des données réelles. La plupart du temps, donc, on présente ça dans un tableau. On appelle ça en anglais design matrix ou matrice des données. Alors ici, chaque ligne est un objet à part. Donc c'est une instance. Si par exemple c'est des individus, je peux avoir 100 individus. Chaque individu est une ligne. Et chaque dimension est une colonne. La dimension, c'est la mesure que j'ai effectuée sur l'individu. D'accord? Alors ça, c'est la caractéristique. Et ça, c'est la donnée. Ou l'instance de données. D'accord? Et bien sûr, il y a la cible qui est Y, qui est pour chaque donnée, il y a la réponse souhaitée. Alors, le but de l'apprentissage supervisé, bien sûr, est de créer, comme j'ai dit, une fonction ou un modèle. On appelle ça aussi hypothèse. Beaucoup de mots existent pour ça. Justement, c'est une boîte noire qu'on voudrait créer, en fait, qui se veut une fonction. En informatique, on appelle ça un algorithme aussi, donc c'est valable. Et cette boîte noire, on aimerait bien qu'elle soit bien entraînée pour qu'elle puisse donner la bonne réponse, c'est-à-dire la bonne sortie pour n'importe quelle donnée qui va venir. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est que le f de x, cette fonction-là, cette boîte noire-là, va être bien sûr entraînée avec les données d'entraînement, et puis on va mesurer cette boîte noire, est-ce qu'elle est bonne ou pas, avec de nouveaux exemples.
Bien sûr, si j'apprends à quelqu'un des choses avec des données qui sont étiquetées, il va bien sûr avoir les bonnes réponses puisque j'ai donné la bonne réponse. Mais si une boîte noire est bonne, c'est qu'il doit donner la bonne réponse pour des exemples qu'il n'a pas vus. Si une boîte noire donne des mauvaises réponses sur des choses qu'il n'a pas vues, il n'est pas bonne, on ne peut pas généraliser. C'est comme un étudiant qui a appris avec des exercices corrigés, mais qu'une fois qu'il arrive à l'examen, il va se planter. Ça veut dire qu'il n'a pas bien appris. D'accord? Donc ça n'a pas bien fonctionné quelque part. Donc le but, c'est de donner donc, assez d'exemples d'entraînement. Donc l'algorithme va bien s'entraîner. Et on appelle la force ce qu'on appelle de réaction vers de nouvelles données la généralisation. Alors si l'algorithme est capable de se généraliser, c'est très bien. Donc plus l'algorithme est généralisable, plus c'est bon. Et bien sûr, on doit mesurer cette généralisation avec des mesures de performance, bien sûr. Alors, la plupart, donc, pour la construction justement de fonctions ou de boîtes noires, d'algorithmes pour l'apprentissage supervisé, donc l'approche empruntée, c'est la suivante. Alors, bien sûr, on va donner à l'algorithme des données d'entraînement. Alors, on voudrait sortir un algorithme, une fonction qui va prédire. Bien sûr, pour mesurer est-ce que le modèle est bon ou pas, on va donner des données de test qu'il n'a pas vues avant. Donc, on va réserver ça, on va lui cacher ça, puis on va lui donner. À partir de là, on va évaluer est-ce qu'il fait de bonnes prédictions ou pas. S'il fait de bonnes prédictions, c'est très bon. L'algorithme est bon. S'il ne fait pas de bonnes prédictions, on a quelque chose à améliorer certainement dans l'algorithme. Peut-être qu'il y a un algorithme qu'on doit se débarrasser et remplacer par un autre. L'essentiel, c'est qu'on doit avoir quelque chose ici qui doit se généraliser très bien. Sinon, on n'a pas réussi notre apprentissage. Donc, il est très important de fournir les bonnes données d'entraînement et de pouvoir évaluer l'algorithme de la manière qu'il puisse être valide et correct. Alors, juste avec des formules, comme l'apprentissage supervisé, j'ai dit qu'il y a deux sortes de sorties, réelles ou discrètes. Alors, si la sortie est réelle, par exemple, j'ai dit que je vais estimer le prochain prix du pétrole. C'est un prix, c'est une régression. Donc, de $0 jusqu'à, mettons, 1000. Alors, si ça, c'est ce qu'on a donné comme données test, par exemple, je vais donner, par exemple, tout ce qui est indice économique et le prix du pétrole de l'année pendant les 5 dernières années, jusqu'au dernier mois à peu près. Ça, c'est les données d'entraînement. Ensuite, je vais donner le dernier mois comme des données de test. Je vais voir est-ce que mon algorithme se comporte bien. Il a prédit le dernier mois de manière très correcte. Alors, ça, c'est les données de test que l'algorithme n'a pas utilisées pour l'apprentissage. Donc, il faut que l'algorithme se comporte bien dans ces données de test. Alors, je vais donner la bonne réponse, qui est les données de test, la réponse souhaitée. Et ça, c'est la réponse prédite. OK? Puis, je vais faire la différence tout simplement. Et la moyenne de ces différences-là va me donner la mesure de ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Alors, plus cette valeur est proche de 0, plus l'algorithme est très bon. Pour la classification, on ne peut pas mesurer la distance entre des classes. Donc, c'est juste mesurer est-ce que la classe est bonne ou pas bonne. Alors, par exemple, si je diagnostique, par exemple, est-ce que quelqu'un, par exemple, est-ce qu'il est atteint d'une maladie ou pas, donc je vais prendre les données, je vais classer les données dans la catégorie malade ou pas malade, puis voir combien de patients ont été bien classés. Donc, ça, c'est le nombre, ça exprime le nombre de données mal prédites. D'accord ? Où la bonne classe n'a pas été bien prédite par l'algorithme. On normalise ça, bien sûr, pour avoir des mesures entre 0 et 1, avec un pourcentage. Alors, plus ce pourcentage-là est proche de 0, plus c'est bien, plus ce pourcentage grandit, moins c'est bon. Voilà, donc on va s'introduire maintenant au réseau de neurones, qui est l'une des techniques d'apprentissage supervisé les plus célèbres. Donc, les réseaux de neurones, c'est parmi vous, probablement, il y a certains qui connaissent bien. Ça date vraiment de quelques décennies. Maintenant, ils reviennent avec beaucoup de force pour prendre justement la tête de l'apprentissage automatique avec le deep learning. Alors, allons-y faire un petit tour dans les réseaux de neurones. Alors, d'abord, pour introduire les réseaux de neurones,
Je ne peux pas omettre les neurosciences. Beaucoup de chercheurs, depuis longtemps, se sont intéressés à le fonctionnement du cerveau humain. Oui. Ah, le son, désolé. Il y avait tellement d'écho que je pensais que c'était trop fort. D'accord, désolé. Donc, le fonctionnement du cerveau. Alors, les gens, le cerveau, il a des capacités phénoménales à l'apprentissage et à la réaction. Et donc, jusqu'à date, on connaît très peu sur le cerveau. Avec tous les développements des neurosciences, de la neurologie, etc., mais nos connaissances sur le cerveau, ils sont très limitées. Néanmoins, on a pu comprendre quelques aspects. Puis on a essayé de simuler ça avec des machines, avec plus ou moins de réussite. Donc, par exemple, les quelques capacités du cerveau, on sait parler, on sait apprendre des langages, on sait reconnaître des faces, on sait manger, on sait dire des blagues. Donc, on sait beaucoup de choses. D'accord ? Juste comparaison, mais les ordinateurs sont venus à partir du siècle dernier, justement, pour faire des calculs. Mais quand même, il y a une très grande différence entre l'ordinateur et le cerveau, quand même. Alors, quelques différences pour les non-initiés. Alors, l'ordinateur, bien sûr, il a un seul processeur en général, qui est relié à une mémoire, qui est passive. Une fois qu'on éteint l'ordinateur, bye-bye l'information de la mémoire centrale. C'est juste la mémoire secondaire. Bien sûr, on peut toujours avoir des ordinateurs qui collaborent dans un réseau pour faire des calculs distribués, etc. Mais quand même, la connectivité n'est pas aussi grande que le cerveau. Le cerveau, combien il a de processeurs? Chaque neurone est un processeur et une mémoire en même temps. Voyez-vous la différence? Et on a 10 puissance 11 d'à peu près dans 100 milliards à peu près de neurones dans le cerveau. Un cerveau simple, bien sûr. Qui sont toutes des processus parallèles qui fonctionnent en même temps. Bien sûr, ils sont reliés entre eux, les neurones, par ce qu'on appelle des synapses. Alors, toutes les unités de traitement et de mémoire sont distribuées dans tout le cerveau. Donc, chaque neurone, ils peuvent avoir du calcul et de la mémoire. Ce qui est phénoménal. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'on a beaucoup de connectivité entre les neurones. Ils sont très connectés. Alors juste, ça c'est à peu près une représentation d'un neurone. Donc un neurone, il a bien sûr un axe, puis on a les synapses sont ceux-là, qui relient les neurones à d'autres neurones, qui peuvent exciter des neurones bien sûr, pour faire passer le signal. Alors on estime à peu près le nombre de neurones à quelque chose qui est le nombre à peu près d'arbres en Amazonie. Vous connaissez la forêt d'Amazonie, elle est très grande. C'est le nombre de neurones à peu près dans le cerveau, c'est à peu près le nombre d'arbres en Amazonie, pour vous donner à peu près un indice. Et le nombre de synapses, pour vous dire combien la connexion est faite, c'est à peu près le nombre de feuilles dans l'Amazonie. Donc ce n'est pas un neurone lié à deux, trois synapses. C'est une connexion hyper connexée, beaucoup de connexions, des centaines, des milliers de fois de synapses qui sortent d'un neurone pour partir vers d'autres neurones. C'est pour ça que le cerveau est très puissant. Et bien sûr, les chercheurs ils sont subjugués par ce genre de création divine, naturelle, qui est hyper puissante. Et ils se sont dit pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors, prenons un neurone et voyons si on peut fonctionner, sortir quelque chose qui ressemble à ça par un ordinateur. Disons qu'un neurone, il va être excité par ce qu'on appelle un flux nerveux. C'est une électricité, c'est une différence de voltage. Donc, il va partir dans un axe, puis qui va exciter un autre neurone. Puis lui-même, si le signal est assez fort, donc l'autre neurone va aussi générer de l'électricité qui va partir vers d'autres neurones. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle une activation de neurones. Dépendamment de ce qui vient remonter vers un neurone, il va avoir, si la force de ce qui vient est forte, il pourra lui-même exciter d'autres neurones et ainsi de suite. Alors, les chercheurs se sont dit, pourquoi on ne pourra pas faire ça de manière artificielle?
avec des neurones artificiels. Alors on peut créer ce qu'on appelle des neurones artificiels, ce sont des entrées. Ça peut être du genre de neurones qui sont dans les couches précédentes. Et ça, c'est un neurone qui va être excité par des synapses. Alors on va dire que l'information va partir dans chaque synapse, et puis on va créer ce qu'on appelle une fonction de seuillage. Alors on va ramasser tous les signaux électriques, bien sûr pondérés par des poids. Ça, c'est une somme. Et si cette somme-là passe un certain seuil, le signal, donc le neurone va être excité. S'il ne passe pas ce seuil-là, le neurone ne sera pas excité. Alors la fonction de seuillage, elle est juste ce qu'on appelle une fonction étage ici, qui est soit, donc ici, si c'est supérieur à 0, si le signal est supérieur à 0, donc il y a excitation, activation, sinon on n'a pas d'activation, le signal ne passe pas. Ok, donc ce qu'on aimerait, c'est justement d'aller chercher à créer des neurones de la sorte, de manière artificielle, qui ressembleraient à ce qu'on appelle le neurone biologique. Et bien sûr, pour avoir justement la connexion des neurones, chaque bien sûr connexion va être justement, on va lui associer ce qu'on appelle des poids. Alors des weights en anglais, qui vont relier les synapses justement artificielles des neurones entre eux. Le premier réseau de neurones qui a vu le jour, c'est ce qu'on appelle le perceptron. Le perceptron, il a été inventé en 1957. Je ne sais pas s'il y a ceux qui sont nés avant, mais ça fait longtemps quand même. Ça fait presque 50 ans, voire même 60 ans à peu près. Donc le réseau de neurones, au départ, même à l'époque, l'informatique n'était pas développée. Ça, c'était au laboratoire de Cornell University. Et puis le chercheur, c'était monsieur Frank Rosenblatt. Alors à l'époque, ce n'était pas des ordinateurs numériques comme maintenant. Hein. L'ordinateur était analogique. C'était même pas des transistors. Les transistors n'étaient même pas inventés à l'époque. Alors c'était juste des trucs analogiques. Et il y avait une caméra, bien sûr, qui était placée sur, bien sûr, une image. Et ça, c'était le genre de synapse qui était... Donc c'est des câbles. C'est un genre de plat de spaghetti. Donc qui était... donc associé tout ce qui est capté par la caméra, et ça c'était les neurones artificiels de son perceptron. Et l'excitation donc tout ce qui est capté par la caméra, on génère un courant électrique qui faisait bouger un petit peu ces neurones. C'était pas des neurones numériques, c'était des neurones analogiques. Donc c'était des moteurs et tout ça. Puis il prédisait la classe de caractères qui étaient là. C, A, B, C, D. Alors, ce qui était bien avec ça, c'est que M. Rosenblatt faisait des petites expériences du genre, il prend quelques câbles et les coupe, et ça fonctionne quand même. D'ailleurs, d'accord. Donc, déjà, il y a une petite robustesse par rapport à la reconnaissance, même avec ce genre de neurones, de réseau de neurones primitifs, vraiment. Ok, ça c'est à peu près il a appelé ça perceptron Mark I. Bien sûr, à l'époque, les traitements étaient tellement analogiques, la rapidité, on n'en parle pas. Donc l'image était de 20 par 20 cellules, c'était rien, c'était une petite image comme ça, mais quand même il prédisait le caractère, disons. Alors le perceptron, pour définir un petit peu mathématiquement de quoi il s'agit, sans trop compliquer les choses. Plus formellement, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut prendre des mesures. Ça, c'est pour n'importe quel problème de classification supervisée. Donc, des problèmes supervisés comme la classification. Alors, on peut prendre n'importe quelle donnée. C'est un vecteur de données à des dimensions. Chaque dimension est un nombre réel. Un exemple ici, on a 2 dimensions. Alors, supposons qu'on a un problème avec 2 classes. Par exemple, j'ai des patients malades et des patients non malades, par exemple. Un exemple de classe. Et j'ai la mesure que j'ai prise, qui s'appellera mesure 1 et mesure 2. Très simple.
Alors maintenant, je voudrais bien un modèle qui va me prédire dans quelle classe je suis. Alors clairement, pour la plupart de vous, ils vont remarquer que voilà, on peut prendre une ligne et il va séparer les deux classes. C'est très facile comme problème, puisqu'il y a une ligne, c'est séparable par une ligne. Très facile. D'accord? Donc ici, une ligne, il peut séparer ça de manière très facile. Alors comment chercher cette ligne-là? Comment trouver cette ligne? Alors, la ligne va être trouvée comme suit. Alors bien sûr, tout le monde connaît l'équation d'une ligne. Donc c'est f de x, c'est la somme pondérée de tous les x avec des poids. Donc ça c'est l'équation d'une ligne à plusieurs dimensions. C'est-à-dire d'une forme linéaire, d'une fonction linéaire à plusieurs dimensions. À 2 dimensions, c'est juste, donc j'ai estimé 3W. 3W1 pour le x1, W2 pour le x2, puis W0 c'est pour placer la droite dans ce qu'on appelle la deuxième dimension. Alors tout le monde connaît, j'espère, que si j'ai une ligne quelconque, donc sur le côté supérieur de la ligne, donc cette valeur de la fonction elle est positive, inférieure à la ligne c'est négatif, et sur la ligne c'est 0, est égal à 0. Donc c'est très simple. Donc pour ce qui est des formes linéaires, c'est ça. Donc on peut trouver donc, une forme linéaire ou une droite qui peut justement valoir positif tout ce qui est supérieur, donc la classe 1, inférieur à 0 pour ce qui est classe 2, et f est égal à 0 pour tout ce qui est sur la ligne, sur la frontière, on appelle entre les deux classes. Alors bien sûr, ça on peut le représenter par un réseau de neurones, donc un perceptron, mais pas un réseau, donc c'est juste un perceptron simple. On a x1, x2 jusqu'à xn. Ici, on a juste 2 caractéristiques, x1, x2. Puis, on aimerait bien passer ça par la fameuse somme. Et puis, essayer ça. Si c'est supérieur à 0, on a classe 1, y égale à classe 1, ici. Alors, si le y, si cette somme-là, alors j'ai écrit ça sous forme matricielle, si c'est une somme pondérée de ce que j'ai mis tout à l'heure, si c'est supérieur à 0, alors on a classe 1, x doit appartenir à C1. Ici, on a c'est inférieur à 0, on a la classe moins 1, donc on est dans la classe 2. Maintenant, le problème, c'est comment trouver cette ligne-là. Est-ce que je vais la donner comme ça ou est-ce qu'il me faut quelque chose d'automatique pour la chercher? C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Alors, voilà comment procéder. On donne à l'algorithme des données étiquetées. Alors, c'est genre, on va lui donner ce genre de choses. Des données, on va lui dire, OK, tout ce qui est donné ici, c'est rouge, ça veut dire qu'il est de classe 2. Et tout ce qui est bleu, c'est de classe 1. Donc on donne la bonne information et l'algorithme doit se chercher une ligne qui va séparer les deux classes. OK? Alors W, comment il va être trouvé? Tout simplement en l'itérant. Donc il va essayer de chercher W de manière itérative. En utilisant une donnée à la fois ou toutes les données en même temps. On appelle les deux formes soit de batch, traitement par lot, soit traitement stochastique, c'est une donnée à la fois. Alors, supposons qu'on va fournir à l'algorithme d'abord, et on va commencer, c'est comme on prend une ligne quelconque au départ, puis on va la jeter dans le système. Ça peut être pas une bonne ligne. Alors, l'algorithme doit être capable de la corriger jusqu'à arriver à le bon endroit. D'accord? Alors, il nous faut aussi un facteur d'apprentissage qui s'appellera alpha. Alors, comment ça va fonctionner? Voici l'algorithme pour ceux qui sont familiers avec l'informatique. Alors, très facile. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, juste je reviens un petit peu en arrière, ça c'est la fonction f qui est censée être positive dans le côté haut et négative dans le côté bas. D'accord? Alors, si une ligne quelconque me donne négatif alors que la donnée est positive, alors il fait fausse route. Donc la ligne n'est pas bonne. Il y a une donnée qui est mal classée. Dans ce cas-là, je vais corriger les W en rajoutant un petit peu de la donnée X. On peut aussi avoir des données qui sont négatives mais qui sont mal classées. Ça veut dire que le système va donner que c'est positif. Ils sont de classe 1 alors qu'ils sont réellement de classe 2. C'est aussi une erreur. On doit faire cette opération-là. S'il n'y a pas de donnée qui est mal classée, on ne change rien à W, il est bon. D'accord?
Alors voici donc le système, un exemple très simple. Supposons que j'ai une ligne quelconque, d'accord, et le W, en fait, il représente le vecteur perpendiculaire à la ligne. Alors supposons que j'ai une nouvelle donnée qui est mal classée. Voyez-vous, c'est du bleu. Alors la donnée est réellement positive, mais la ligne F de cette donnée-là, c'est négatif. Il le met au côté inférieur à la ligne. Là, qu'est-ce que le système va faire? C'est qu'il va rajouter, là ça c'est le vecteur X, c'est la donnée. Il va rajouter ce vecteur-là avec le facteur alpha, donc il va le diminuer un petit peu, avec le facteur alpha, il va rajouter à ce W ancien un petit peu du X présent, qui a été mal classé. Donc il va produire ce vecteur-là. C'est le nouveau W. Alors, bien sûr, comme le vecteur est perpendiculaire, donc ça va imposer à la ligne qu'elle se corrige, parce que c'est le vecteur perpendiculaire, donc ça devait devenir ça. Donc, voyez-vous, la donnée est mise du bon côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dès lors qu'une donnée est mal classée, le W est mis à jour de sorte qu'il absorbe la donnée dans la bonne classe, et ainsi de suite. Donc, c'est itératif. L'apprentissage est fait de manière itérative, jusqu'à, bien sûr, que toutes les données soient bien classées de part et d'autre. OK? Alors ça, c'était le perceptron des années 1960, 60 à peu près. Là, ça fait déjà, les gens, ils ont pensé à ça depuis bien longtemps. Et on peut dire qu'à l'époque, si l'algorithme, bien sûr, que je viens de présenter, est appliqué pour des classes qui sont séparables, c'est-à-dire il y a une ligne qui peut séparer les classes, l'algorithme est toujours sûr de converger. Il va vers une ligne, certainement. Par contre, si les classes ne sont pas linéairement séparables, il y aura un problème. L'algorithme peut itérer, parce qu'à chaque fois qu'il place une ligne, il y a une donnée qui est mal classée. Si les classes ne sont pas séparables, le perceptron va itérer éternellement. Donc cet algorithme-là, au départ, il fallait qu'il s'applique pour des classes vraiment séparables linéairement. Bien sûr, les gens ont pensé dès lors qu'on pouvait appliquer ça pour créer des réseaux de neurones, c'est-à-dire des successions de perceptrons qui pouvaient faire de la classification aussi complexe soit-elle. Donc le but, c'est d'injecter des vecteurs X et puis au système, et puis d'avoir à partir de là des prédictions. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai présenté qu'il y avait un W0, parce que l'équation d'une ligne ou d'un plan, c'est toujours écrit par AX plus BY plus, pour ce qui est de ligne, plus D égale à 0. Donc il y a toujours une constante sans X. Donc ça, c'est le fameux W0. On peut toujours inventer ce qu'on appelle une nom très fictif qui s'appelle X0, qui est toujours égal à 1. OK, donc vers à peu près les années 60 du siècle dernier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une fonction de seuillage. On avait la fonction f supérieure à 0, classe 1, inférieure à 0, classe 2. Le problème, c'est que si une valeur est égale à 0.00001, donc même si c'est c'est positif, mais on n'est pas loin de la classe C2. Et on a vu que dès lors qu'il y avait quand même des problèmes d'instabilité numérique, avec les valeurs de f qui pouvaient être de moins l'infini à l'infini et au demeurant. Parce que tout ce qui est supérieur donc du côté positif de la ligne, il est positif, mais si la donnée est très loin de la ligne, elle peut avoir une valeur qui est très très haute. Même chose si la donnée est donc du côté inférieur de la ligne. Donc pour atténuer un petit peu ces instabilités-là, donc les chercheurs ils ont créé ce qu'on appelle des fonctions d'activation qu'on pouvait vraiment utiliser pour simuler vraiment des probabilités d'appartenance à classe 1 ou classe 2. Alors on a inventé un tas de fonctions d'activation. Bon, ça c'est ce qui était appliqué dès le départ. Mais après, il y avait d'autres fonctions comme le ReLUC, le sigmoïde, qui était appliqué vraiment longtemps pour ces activations-là. Voyez-vous ici le sigmoïde, ça c'est sigmoïde, logistique, oui c'est sigmoïde. Il est entre 0 et 1 en fait. Alors voyez-vous, le sigmoïde il est placé sur la fonction f. Donc une fois le f est retourné, on place le sigmoïde sur le f. Alors si le f égale à moins l'infini, il est ralenti vers 0. Et si le f égale à plus l'infini, il est ralenti au maximum vers 1. Donc là, on a une ressortie entre 0 et 1.
0, c'est la classe 2, et 1, c'est la classe 1. OK? Ça ressemble aussi à des probabilités, donc tant mieux. Donc on a commencé à avoir donc, une forme probabiliste de la sortie du réseau de neurones ou du perceptron. Alors voici la forme du sigmoïde, ça c'est la fonction du sigmoïde pour une classification binaire. Binaire, ça veut dire de classe. Alors on a h de x qui est 1 sur 1 plus exponentielle de moins f de x. Alors voyez-vous, c'est f de x égale à moins l'infini. On est du côté inférieur de la ligne. Alors 1 sur 1 plus exponentielle de moins l'infini, ça veut dire plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, c'est l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc la probabilité d'appartenir à la classe 1, c'est 0. On est dans la classe, c'est 2. Si f de x est égal à plus l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. 1 sur 1, c'est 1. Donc la probabilité d'appartenir à la classe 1, c'est 1. Donc on est dans la bonne classe. D'accord? Donc ici, on récupère carrément une probabilité a posteriori qu'on appelle de la classe C1. D'accord? Et puis la probabilité de la classe C2, ce n'est autre que 1 moins ça, puisque c'est complémentaire. Je suis dans le temps. Je vais accélérer un peu. Alors, ça, quand même, est venu un problème juste après. C'est le problème des classes qui ne sont pas séparables. Alors, prenons un exemple très simple. C'est ce qu'on appelle l'exemple du XOR. Vous avez deux classes. La classe du bleu et la classe du rouge. Alors, est-ce qu'il y a une ligne qui pourrait séparer les deux classes? La réponse est malheureusement non. On ne peut trouver une ligne qui va séparer les deux classes. Donc, on a des classes qui sont enchevêtrées. Que pourra-t-on faire ici, si on a deux classes qui sont enchevêtrées? Ils ne sont pas linéairement séparables. Donc ici, utiliser un réseau de neurones, un perceptron, il va tout simplement itérer indéfiniment et puis il ne va jamais donner la bonne ligne. De toute façon, il n'existe pas cette bonne ligne. Alors, à quoi ça servirait d'essayer? Alors, ce problème-là, malheureusement, on ne peut pas le solutionner avec ce qu'on a vu comme juste problème linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, peut-être qu'on peut le résoudre avec deux lignes. Donc, les chercheurs, ils ont dit, pourquoi pas deux lignes alors? Alors, on peut placer deux lignes de part et d'autre. On va dire tout ce qui est en dehors des deux lignes, c'est la première classe, et à l'intérieur des lignes, c'est la deuxième classe. D'accord? Alors, comment implémenter ça avec un réseau de neurones? En utilisant ce qu'on appelle des couches cachées. Alors, avant, le perceptron était juste entrée-sortie, et là, on va placer quelque chose d'intermédiaire. Alors, tout simplement, on va créer ce qu'on appelle des couches cachées de réseau de neurones, qu'on appelle en anglais hidden layers. Alors, tout simplement, la première, par exemple, pour le problème du XOR que je viens de présenter, le premier nœud caché va récupérer la sortie de la première ligne. Oh. La deuxième neurone, il va sortir la deuxième ligne. Et les décisions sont combinées dans un nœud ultime qui va rassembler justement les deux lignes dans une seule et unique sortie. Voyez-vous, donc les couches intermédiaires peuvent servir justement à rendre le réseau de neurones applicable à des classes non linéaires. Alors voici donc ce qu'on appelle le secret justement des réseaux de neurones. Ça commence à partir de là et on a quand même donc ici à partir de là des lignes cachées qui vont servir pour classer des classes non séparables linéairement. Il y a quelque chose quand même qui va se rajouter en plus, c'est plus de poids. Avant, on avait juste des W. Mais là, chaque neurone, il a des synapses aussi artificielles qui viennent d'autres neurones, et chaque synapse est un poids, et il y a un poids qui va être associé. Donc, on va augmenter la complexité quand même de trouver le fameux W. Autrement dit, on ne peut plus utiliser, je reviens un petit peu en arrière, vous me permettez, ça. Donc au départ, c'était juste une ligne. On pouvait le faire plus itérativement jusqu'à convergence. Mais dès lors qu'on rajoutait une couche intermédiaire avec plus de neurones et plus de poids, on ne peut plus utiliser ça. D'accord? Bien sûr, on peut créer autant de lignes que désiré. Avec ce principe-là, on peut créer jusqu'à L lignes intermédiaires.
Maintenant, l'activation de chaque nœud intermédiaire, ici, donc on va avoir une activation pour lui, une activation pour lui, et la combinaison des sorties des nœuds intermédiaires va activer le nœud final. Alors, on va utiliser tout simplement un sigmoïde pour activer celui-là, un autre sigmoïde donc pour chaque neurone intermédiaire, il sera activé avec sa fonction sigmoïde. Donc toutes les entrées de synapses qui vont venir de la couche précédente vont servir pour activer le neurone intermédiaire. Une fois que les neurones intermédiaires vont produire des sorties, ils vont activer le neurone final qui est la sortie définitive du réseau. Alors on va dire Z, c'est les sorties intermédiaires. Pour chaque neurone intermédiaire, il a une sortie qui va être bien sûr produite par, comment dirais-je, la fonction sigmoïde des entrées initiales. Une fois que tous les neurones intermédiaires ont produit des résultats intermédiaires, ils seront combinés par un autre sigmoïde pour sortir la fonction finale, qui est la classification entre deux classes, quelconques. D'accord ? Alors bien sûr, là j'ai parlé de problèmes de classification binaire. Le réseau de neurones, on peut l'utiliser aussi pour classer avec des classes multiples. 3 classes, 4 classes, 5 classes, comme on veut là. Tout simplement, pour avoir un problème à multiples classes, il faut juste créer autant de sorties que désiré. Chaque sortie, il aura son, on va l'appeler ça H1, H2 jusqu'à HK. Bon, je dois corriger ça. Bien sûr, j'ai des entrées qui sont les X, c'est les mesures que je dois prendre, et les sorties, c'est les classes que je vais prédire. Bien sûr, chaque neurone de sortie, il aura son W propre, jusqu'à donc, la kème classe. Ici, j'ai supposé que j'ai K classe. Alors, pour activer une sortie quelconque, disons que la sortie, la petite kème classe, on utilise ce qu'on appelle la fonction softmax. La fonction softmax, tout ce qu'elle va donner, c'est une probabilité pour chaque classe. Il est clair que la somme des HK de toutes les sorties est égale à 1. Donc ça va donner tout simplement pour chacune sa probabilité a posteriori. Et la somme des probabilités, c'est 1. C'est ce qu'on appelle donc le softmax function. Et pourquoi pas rajouter des neurones intermédiaires tant qu'à y être. Donc le réseau de neurones il peut être augmenté en sortie et en profondeur pour créer de la non-linéarité et de la multiclasse. Donc autant que désiré. Donc toujours la non-linéarité va imposer des créations de nœuds intermédiaires et donc des paramètres supplémentaires. Et la multiclasse, c'est des sorties supplémentaires aussi, il y a des paramètres supplémentaires. Toujours la fonction softmax, c'est celle-là qui va être utilisée pour prédire la bonne classe. Bien sûr, ici, les neurones de sortie vont se compétitionner. Quelle est la classe d'un objet quelconque? C'est le meilleur W, c'est le meilleur qui va gagner. C'est pour ça qu'on l'appelle softmax. Donc c'est le maximum, mais de manière soft. D'accord? Alors ici, on peut créer, comme j'ai dit, des réseaux de neurones aussi profonds que désirés, avec autant de classes que désirées. Ici, par exemple, je peux en mettre M, ici j'ai créé M couches intermédiaires. Chaque couche, il aura un ensemble de poids qui lui sont propres, et j'aurai K fonctions de sortie qui seront les probabilités de chaque classe. Juste pour une terminologie, pour un petit peu pour les non-initiés, les introduire à des terminologies existantes. Alors, comme l'information des données passe de la première couche vers la dernière couche, on appelle ce genre de neurones-là feed-forward networks. Alors, c'est des réseaux qui sont nourris de l'entrée vers la sortie. Okay? Et l'information des données ne revient pas en arrière autant que telle. Donc, elle part de départ jusqu'à la fin. Et la fin, c'est la prédiction des classes. OK, donc, il me reste... Je vais rajouter 5 minutes, 10 minutes. 10 minutes. Je vais essayer de passer le maximum. Alors, j'ai présenté les réseaux de neurones, donc le principe de leur fonctionnement, donc notamment pour la classification. Le problème maintenant, c'est, comme j'ai dit,
l'algorithme qu'on avait appliqué pour chercher les paramètres du perceptron ne seront plus applicables pour un réseau de neurones complexe comme ça, où il y a plusieurs couches et plusieurs classes. Alors, quelles sont les démarches qui sont utilisées pour justement apprendre les réseaux de neurones? Alors là, certainement, les gens d'optimisation, ils vont raffoler parce que c'est leur domaine préféré. Donc, ils vont s'y retrouver certainement dans ça. Allons-y, faire un petit tour sur l'optimisation. Donc, ici, le but, c'est de chercher les poids des nœuds, tout simplement, les fixer, à partir de données d'apprentissage. Alors, l'estimation des paramètres est souvent formulée par un problème d'optimisation. Donc, de chercher une fonction objective qui va être soit minimisée, soit maximisée, afin de chercher les bons paramètres. D'accord? Puis, bien sûr, la fonction objective est écrite et construite sur les données d'apprentissage. Et bien sûr, cette fonction-là doit être minimisée ou maximisée, donc dépendamment du problème, comment il est formulé. Une fois que les paramètres sont estimés, le réseau de neurones est entraîné, il est censé donner la bonne classe. Il va prédire après les classes espérant de manière correcte. Alors l'optimisation, la plupart du temps, comme les fonctions objectives sont non linéaires, alors les algorithmes d'estimation des paramètres sont souvent basés ce qu'on appelle sur la descente du gradient. Donc on veut chercher le maximum d'une fonction ou le minimum d'une fonction. Et ce minimum-là, il n'est pas facilement trouvable avec une formule analytique directe. On ne peut pas le sortir directement par une formule. On aurait aimé, mais ce n'est pas facile. Donc on doit procéder par des algorithmes numériques, d'analyse numérique. Donc trouver ça par une descente du gradient. Allons-y voir comment on peut faire ça pour deux classes. Alors on a des données d'entraînement qui sont bien sûr des données X et puis les sorties souhaitées, Y. Ici, on a un problème de classification. Donc Y, soit on va essayer de donner un encodage facile à utiliser. Donc si la donnée est de classe 1, on va coder Y1. Si la donnée est de classe C2, on va coder Y0. C'est très facile. Donc 1, 0. Maintenant, on va créer une fonction d'erreur qui va mesurer la performance d'un réseau de neurones sur ces données-là. Cette fonction d'erreur, là, il est un peu... Bon, j'espère qu'il ne sera pas compliqué, je vais essayer de la décortiquer avec vous. Alors, le h de x, pour nous, c'est la sortie du réseau de neurones qui fonctionne des paramètres courants, W. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour la donnée, la IM donnée, le IM exemple, qui a X comme entrée et Y comme sortie. Alors, si le réseau, à l'état actuel, il donne une bonne réponse pour la donnée, alors ce qu'on appelle la vraisemblance va être maximale. Autrement dit, regardez. Désolé. Alors, la vraisemblance de la sortie du réseau, alors c'est la sortie puissance Y fois 1 moins la sortie puissance 1 moins Y. Je vais décortiquer cette fonction-là juste après. Donc ici, bien sûr, on applique le logarithme, le maximum ne va pas changer. Donc en appliquant le logarithme, les puissances vont devenir facilement gérables. D'accord? Puis ça, c'est on maximise la vraisemblance. Si on met un moins, ça devient une minimisation. Très simple. Tout ce qui est fonction qu'on peut maximiser, en mettant le moins, ça devient minimisation. Alors on voudrait bien minimiser cette fonction-là par rapport à W. On voudrait chercher W qui va donner le minimum de cette fonction-là. Alors voyez cette fonction-là, comment elle va réagir. Alors si Y, si la donnée I, elle est positive, elle est dans la classe 1, et H est 1, qu'est-ce qui se passera ici? Lui, c'est 1, Y égale à 1, donc ça va donner erreur 0. Donc ça, la donnée est positive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit ça est égal à 1, ça est égal à 1, donc l'erreur est 0. Bien sûr, comme la donnée est positive, 1 moins Y, c'est 0. L'autre terme n'intervient pas, donc c'est le premier terme qui va être à 0. OK? Si la donnée est à 0, et puis le H il est égal à 0, il n'y aura pas d'erreur aussi. Pourquoi? Parce que lui, la donnée est à 0, ce terme-là, c'est NIP, il est plus actif. 1 moins 0, c'est 1.
1 moins 0, c'est 1. Log de 0, et log de 1, c'est 0. Donc erreur est 0. Le pire maintenant, c'est lorsque la donnée est à 1, mais le h égale à 0. C'est-à-dire la donnée est censée être dans la bonne classe, mais le réseau de neurones va la mal classer. Donc il va faire une erreur. Alors pourquoi ça? Parce que log de quelque chose qui est petit, il est moins infini, très, très négatif. Quelque chose qui est 0,5 par exemple. Log de ça, c'est très très bas. Avec le moins, ça devient une erreur, bien sûr, qui va exploser. Donc un bon algorithme, c'est celui qui va donner des bonnes réponses tout le temps. Et un mauvais réseau, c'est celui qui va donner des erreurs. Donc nous, comme optimisation, on va essayer de réduire ça. Okay? Et cette fonction-là, donc objectif, qui est l'erreur qu'on appelle aussi communément la cross-entropie, l'entropie croisée. C'est comme ça qu'on appelle cette erreur-là. Alors c'est ce qu'on va essayer de minimiser comme fonction objective par rapport à W. Donc tout ça doit être minimisé par rapport à W. Il faut chercher W qui va donner toutes les bonnes réponses pour les données. Alors, lorsqu'il s'agit de plusieurs classes, c'est facile aussi. Le codage qui va être utilisé, c'est tout simplement pour chaque donnée i, on va créer un vecteur qui est binaire. Alors, tout simplement, toutes les données seront à 0 par la classe où appartient la donnée en question. D'accord? Et la cross-entropie pour une fonction, un réseau à multiclasse, tout simplement, c'est celui-là. Et ça, c'est la fonction softmax. D'accord? Pour la classe K. Donc, c'est la même chose à peu près, c'est la même fonction pour le multiclasse à peu près que le K binaire. Alors, comment réduire justement cette erreur-là et chercher les W les plus optimaux, disons, pour ce réseau-là? Alors, on a deux choix. Alors, on peut écrire cette erreur-là. Je reviens un petit peu en arrière. Là, je l'ai écrite pour une seule donnée. One data at a time, à la fois. Ça, c'est une erreur pour l'exemple I. Alors, si je veux créer une erreur pour tout le monde, tous les exemples, il suffit que j'écris une somme sur toutes les données, tout simplement. Alors, si on minimise l'erreur sur toutes les données à la fois, on appelle ça la version batch, sur le traitement par lot. Quand on veut minimiser l'erreur une donnée à la fois, on appelle ça stochastique ou online. OK? Et maintenant, l'erreur est minimisée, ce qu'on appelle la descente du gradient, c'est tout simplement ça. Alors le WT plus 1, donc on va itérer sur les W, donc on va rajouter à chaque fois à W le gradient ou le différentiel de la fonction d'erreur. Donc on va itérativement itérer sur le W jusqu'à ce qu'on cherche le W qui minimise l'erreur de prédiction. Alors on peut démontrer facilement donc, que cette erreur-là, donc si j'ai un problème à multiples classes, et pour le IM exemple, on peut démontrer que cette erreur-là n'est autre que ça. Donc c'est facilement démontrable. Donc que l'erreur qu'on doit rajouter au W pour qu'il se corrige, c'est tout simplement la classe souhaitée moins l'entrée calculée, prédite, fois la donnée elle-même. Donc je l'ai réduit avec des mots. Donc l'update, la mise à jour, ce n'est autre que retarget, la cible souhaitée, moins la cible prédite, fois la donnée. À peu près c'est ça le principe. Et voilà, c'est l'algorithme de mise à jour. Donc j'ai écrit avec toutes les formules qu'on vient de voir. Maintenant, si on a, ça c'est pour un réseau, comme on dit, à une seule couche. Donc il y a les entrées et les sorties juste à côté. Maintenant, si j'ai un réseau multicouche, je peux avoir 3-4 couches intermédiaires. Alors il faut que j'apprenne tous les paramètres de la première jusqu'à la dernière couche. Alors, comment y arriver? Alors voici le principe, on utilise ce qu'on appelle l'algorithme de propagation arrière, backpropagation, qui a été inventé vers les années 80 et qui a justement permis aux réseaux de neurones justement de sortir de l'unicouche vers le multicouche facilement.
Alors voici, donc j'ai dit tout à l'heure que le réseau est feed-forward, l'information elle part de là vers là, mais pour l'estimation des paramètres, l'information elle part de l'arrière, elle va revenir en avant. Alors qu'est-ce qu'on va propager de l'arrière vers l'avant? C'est l'erreur. Une fois qu'une donnée part ici, elle arrive ici, il va voir est-ce que le réseau va la prédire correctement. Ça va, rien ne se passe s'il est prédit correctement. S'il y a une mauvaise prédiction, l'erreur va essayer de se propager en arrière pour corriger les paramètres. Donc c'est ainsi que ça va se faire jusqu'à ce que le réseau stabilise et prenne que des bonnes décisions pour les données que j'ai fournies. D'accord? Et bien sûr, comment chercher ça? On utilise le backpropagation et basé sur ce qu'on appelle chain rule ou bien la règle de chaîne. Vous connaissez tous la dérivée d'une fonction composée? Donc c'est ce principe-là. Donc comme la fonction de sortie là est fonction de la couche d'ici, les fonctions de sortie ici sont la fonction de la couche qui est précédente, ainsi de suite jusqu'à la première. Donc c'est une composition de fonctions qui se fait de là vers là. Donc si on veut mettre à jour les paramètres d'une certaine couche, on doit dériver l'erreur jusqu'à arriver aux paramètres en question. Donc c'est uniquement ça le principe. Alors on peut avoir un réseau quelconque avec différentes couches. Par exemple ici j'ai une seule couche, je vais le faire pour une couche cachée. Donc j'ai des entrées, puis j'ai des sorties à côté, une sortie à côté. On va faire le problème le plus simple. On a une classification binaire. Ici on a une couche intermédiaire avec des Z comme sortie intermédiaire. Alors tout simplement, j'ai écrit quelques équations, mais il ne faut pas que vous vous affoliez, c'est très facile. Alors si je veux, ça, les V, ce sont les paramètres de la couche la plus en avant. Il faudra d'abord que je dérive l'erreur sur la sortie, et puis je dérive la sortie sur les Z, qui sont les sorties intermédiaires, puis dériver les Z sur les V. Donc il y a une règle de chaîne qui s'applique pour la dérivée, d'accord? Et on voit bien que donc, pour la mise à jour d'un paramètre intermédiaire, je dois utiliser ça pour le corriger. Donc c'est très facile. Donc la mise à jour des paramètres en avant ne serait que la même chose. Donc je mets à jour les équations, les paramètres par la règle, donc la descente du gradient, qui est la suivante. Donc les W, ce sont les W qui sont vraiment en fin du réseau et se mettent à jour comme ce qu'on a vu auparavant. Mais les V intermédiaires, qui sont vraiment les premiers à mettre à jour dans les couches intermédiaires. Donc je vais propager l'information avec ces produits-là. Donc ça, c'est la mise à jour des entrées par rapport au H, de l'erreur par rapport aux sorties, puis la mise à jour de la sortie d'activation, L, sur justement l'entrée X. Et puis comme ça, on va estimer justement les V, ou les poids de la première couche, si vous voulez. Donc si vous voulez, donc ça juste pour interpréter, donc le terme qui est en premier ici, Y moins H fois W, backpropagation, donc il y a une backpropagation, la propagation en arrière de l'erreur vers le nœud intermédiaire Z, et puis la suite, c'est la backpropagation vers le paramètre de V qui vient des données vers le nœud intermédiaire en question, le L-ième nœud intermédiaire. Okay. On peut appliquer ça pour une multiclasse facilement. Donc là, j'ai présenté pour deux classes, c'est-à-dire une seule sortie qui est avec un seul sigmoïde. Ici, on a plusieurs sigmoïdes, donc une softmax function. Et on peut faire ça donc, facilement. Donc une mise à jour d'un nœud quelconque intermédiaire va être la somme de toutes les... Donc en fait, ce qui va arriver, c'est que si j'ai une donnée ici qui part, elle va influencer toutes les sorties normalement. Donc elle va donner la probabilité de la classe 1, classe 2, jusqu'à classe K, mais certainement que la somme doit être égale à 1, comme j'ai dit. Comme elle va influencer toutes les sorties, donc nécessairement elle va créer une fonction d'erreur pour toutes les sorties. Donc chaque sortie va propager en arrière son information sur le nœud. C'est pas une seule, c'est pas juste la donnée, comment dirais-je, la classe de la donnée qui va agir. Donc, comme la donnée influence tout le monde va l'influencer en arrière. C'est pour ça que j'ai écrit une somme sur toutes les classes. Toutes les sorties vont corriger le nœud en question.
Et voici l'algorithme de mise à jour complet, si vous voulez, d'un réseau de neurones multicouche, multiclasse. Okay. Donc on a les nœuds, les finaux, les nœuds les plus loin, juste avant la sortie, vont se corriger directement. Et les nœuds qui sont bien en arrière, ils vont se corriger avec ce qu'on appelle le chain rule, la règle de chaîne. Puis ici, on le fait pour chaque donnée à la fois. Donc j'ai écrit un algorithme pour le traitement stochastique. Donc les nœuds, on passe les données une à la fois. Alors juste avant de terminer cette première partie, juste quelques notions importantes. Comme on passe les données une à la fois, quand on passe toutes les données, on défile toutes les données d'apprentissage, on appelle ça dans le jargon de neural network one epoch. C'est une itération mais qui correspond au passage de toutes les données. Alors bien sûr, on peut remarque qu'on peut ajouter autant de couches que désiré, mais par contre, le fait de complexifier les réseaux, ce n'est pas tout le temps une bonne chose, parce qu'ils deviennent, comme vous avez vu, très compliqués à entraîner, moins interprétables, et bien sûr, ils peuvent être lents pour la convergence. Juste quelques conseils pratiques pour avoir une convergence meilleure, qui sont recommandés par les chercheurs, les pionniers de ces réseaux-là. Alors un exemple, pour chaque époque, par exemple, pour permettre une convergence meilleure, on peut par exemple défiler les données dans un ordre. Pour la prochaine époque, reshuffler, donc battre toutes les données, les permuter, puis les passer dans un autre ordre. Comprenez? Ça permet à l'algorithme d'avoir une meilleure convergence, par exemple. Une autre technique, c'est qu'on peut accroître ou décroître le facteur d'apprentissage. Ça permet aussi une convergence meilleure. Une autre technique qui est importante, c'est-à-dire un autre facteur qui est très important, c'est la valeur initiale des paramètres. Alors on recommande que les valeurs initiales, mine de rien, doivent être proches de 0. S'ils sont trop grands ou trop petits, ils vont saturer tout de suite le réseau. Alors, ce qu'on recommande, c'est que le W soit à 0 dès le départ. Alors, plus techniquement, on pourra discuter plus tard sur cet aspect-là. Bien sûr, on peut utiliser aussi d'autres techniques pour d'initialisation, comme par exemple des techniques trop sophistiquées comme les autoencodeurs qui peuvent être très intéressants dans les architectures profondes. L'autre problème, c'est ce qu'on appelle l'overfitting, ou le surapprentissage. Le surapprentissage, il se manifeste comme suit. Alors, je peux avoir des données d'entraînement, je peux laisser le réseau apprendre jusqu'à ce qu'il fasse 0 erreur d'entraînement. Toutes les données d'entraînement seront parfaitement prédites. Mais la généralisation, ça va laisser à désirer. Ça veut dire qu'il va mémoriser trop les données d'entraînement. Et il va être très mauvais dans les données de test ou les données qu'il n'a pas vues. Alors on appelle ça le surapprentissage, en anglais l'overfitting. Alors pour y remédier, souvent le réseau de neurones, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des données de validation qu'on va garder à côté. Alors voici l'erreur en bleu d'entraînement qui toujours, si on laisse le réseau étiré là, on va toujours voir ça pour l'erreur d'entraînement. Il va toujours essayer d'avoir une erreur minimale pour l'entraînement. Alors, pour arrêter l'algorithme à un moment donné, lorsqu'il aura assez appris, donc on va toujours utiliser ce qu'on appelle un ensemble de validation, cet ensemble-là ne va jamais être utilisé pour l'entraînement en tant que tel. Toutes les équations qu'on a faites vont être écrites sur les données d'entraînement. Donc les données de validation vont servir juste pour vérifier est-ce que l'erreur de validation décroît ou elle croît. Donc ici, c'est un indice de la généralisabilité de l'algorithme, du réseau de neurones. Alors s'il commence à croître, ça donne un mauvais indice quant à la généralisabilité du réseau de neurones. Donc ici, le diode de validation nous dit stop. Vous avez assez appris, le réseau va être bon pour la suite. D'accord ? Une autre technique qui a été inventée par l'un des pionniers aussi pour améliorer la généralisabilité, c'est ce qu'on appelle le dropout. Alors le dropout, c'est simple.
Alors, lors de l'entraînement, ça c'est un réseau qu'on appelle complet. Donc, toutes les neurones sont connectés à tous les neurones. Alors, le truc, c'est qu'on va essayer de désactiver quelques neurones, mais pas de manière probabiliste. On va choisir aléatoirement quelques neurones avec des probabilités, puis on va les désactiver. On va donner un ensemble de données pour qu'ils soient entraînés sur ce réseau-là. OK, ça c'est le premier batch. On peut créer un autre batch et avec un autre ensemble de neurones qui vont être désactivés aussi, ainsi de suite. On peut créer 10 batchs par exemple et 10 réseaux de neurones avec des neurones désactivés pour chacun. D'accord? Donc pour la phase d'entraînement, pour chaque couche, on va choisir aléatoirement avec une probabilité P des neurones qu'on va désactiver. Maintenant, vient la phase de test. Supposons qu'on a 10 versions d'un réseau de neurones et chaque réseau est un petit peu différent de l'autre, par des nœuds désactivés. Maintenant, la prédiction va se faire avec un réseau de neurones complet, sauf que pour passer le signal d'un neurone, dans un neurone, on va voir combien de fois il a été désactivé. Donc on va multiplier par la probabilité d'activation, tout simplement. Donc les chercheurs, ils ont trouvé que c'est meilleur pour la généralisabilité. D'accord? Un neurone qui est un petit peu amputé, si on a beaucoup de neurones, de réseaux qui sont amputés chacun un petit peu, donc, et puis ils vont se rassembler pour prédire, c'est mieux qu'un seul réseau de neurones qui peut se saturer facilement. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici pour la première partie. Merci pour votre patience.